Bonjour à tous, j'espère que tout le monde me reçoit correctement. Bienvenue dans ce premier webinaire Capritail sur le thème de la restauration. Je me présente, je suis Mickaël Benarouche, je suis le fondateur de la plateforme Capritail. Capritail qui est la première plateforme de matching qui est dédiée aux candidats à la franchise et qui les accompagne dans le choix de leur enseigne, dans le financement de leurs projets, dans la recherche de leurs locaux commerciaux et dans les travaux de mise au concept. Capritail, c'est une solution qui est 100% gratuite et 100% sur mesure à la faveur des franchisés. À mes côtés, Arthur Amérix, le directeur du pôle franchise de la plateforme. Nous avons décidé de consacrer ce premier webinaire aujourd'hui au thème de la restauration, parce que la restauration chez Capritail, ce sont environ 31% du nombre d'inscrits sur les 6 derniers mois, à savoir environ 1850 personnes qui ont manifesté un intérêt sur la thématique de la restauration. Par ailleurs, ce sont plus de 30 partenariats qui ont été signés depuis le début de l'année avec différents restaurateurs et différents réseaux de restauration en franchise. Le choix des intervenants que vous allez voir aujourd'hui a été un choix cornélien, un choix qui n'a pas été simple parce que nous avons reçu beaucoup de sollicitations pour participer à ce webinaire. Nous avons donc choisi des critères de sélection qui étaient très importants à nos yeux. Le premier des critères était d'avoir autour de la table des enseignes dont les segments de marché, dont les propositions auprès des candidats à la franchise étaient des propositions différentes et différenciantes, et surtout des propositions plébiscitées par les candidats à la franchise de la plateforme. Deuxième critère, et pas des moindres, la philosophie d'accompagnement des candidats à la franchise qui est proposée par les 4 enseignes que vous allez voir intervenir aujourd'hui. L'accompagnement des candidats à la franchise, on aura l'occasion d'en reparler tout au long de ce webinaire, est un des sujets majeurs et est en accord avec les valeurs de notre plateforme. Enfin, dernier des critères, le fait de proposer à l'ensemble des participants à ce webinaire des réseaux de taille et de maturité différentes. Tous les candidats à la franchise ne cherchent pas la même typologie d'enseigne et il était important pour nous de vous proposer un échantillon d'enseignes qui revêtaient des caractéristiques bien différentes. Avant de laisser la main à Arthur, je tenais à remercier les 82 inscrits à ce premier webinaire. Quelques règles aussi sur le fonctionnement de ce webinaire. L'ensemble des inscrits se voit proposer un chat par l'intermédiaire duquel ils pourront poser leurs questions. Chacun des intervenants, chacun des participants au webinaire pourra interagir avec les questions qui sont proposées par l'un des participants. N'hésitez pas à mettre des petits pouces quand vous trouvez que la question est pertinente. Nous avons derrière notre écran Grégory, notre directeur marketing, qui sert de modérateur à ce webinaire et qui nous fera remonter l'ensemble des questions les plus pertinentes à l'issue de l'intervention de chacun des enseignes participantes. Sans plus attendre, je laisse la main à Arthur. Je vous souhaite à tous un bon webinaire et je vous retrouve à la fin. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Donc, concernant le déroulé de ce webinaire, donc on fera un petit préambule sur le marché de la restauration en franchise en France. Ensuite, on laissera la main à Jeanne Lapôtre, qui est la directrice du développement de l'enseigne Street Bangkok, suivie de Fanny Dubu, qui est la fondatrice du réseau Make Burger. On continuera ensuite avec Thomas Legrand, le directeur général de l'enseigne Nachos. Et nous aurons l'honneur de finir par Tom Despril-Dupré, qui est le chargé de développement de l'enseigne Indiana Café. Et en toute fin de webinaire, on aura une phase de questions-réponses où on répondra à toutes vos questions. Pour introduire le sujet, donc on a fait un petit point sur le marché de la restauration rapide en France et nous sommes basés sur l'étude qui a été faite par Bernard Boutboul, donc le fondateur du Gira très récemment. Donc le Gira qui est un cabinet d'études et de conseils spécialisé en restauration et donc qui nous a écrit de manière très explicite qu'aujourd'hui le succès d'un réseau de franchise n'est pas du tout corrélé à sa vitesse de développement. Et les chiffres l'attestent. On peut voir qu'en 2014, on avait environ 174 réseaux de franchise en France. Et en 2023, le chiffre a explosé avec 310 réseaux. Pour autant, on peut voir que très peu de réseaux arrivent à maturité et arrivent à avoir un maillage très conséquent sur le marché français parce qu'on est passé que de 22 réseaux à 26 réseaux avec plus de 100 points de vente. Le constat est clair, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux qui deviendront pérennes dans le temps sont des réseaux qui accompagnent leurs franchisés, qui sont structurés et c'est ce pourquoi nous avons fait le choix d'aujourd'hui de faire ce webinaire avec Nachos, Street Bangkok, Indiana Café et Make Burger. Sans plus entendre, je vais laisser la main à Jeanne Lapôtre, donc la directrice de l'enseigne Street Bangkok. Jeanne, je te laisse la main, 5 minutes à toi pour présenter le beau concept de Street Bangkok.
Super, merci beaucoup Arthur. Donc, enchanté à tous. Merci pour votre participation ce jour. Street Bangkok, une enseigne tout simplement de street food thaïlandaise avec un développement initialement en 2015 avec l'ouverture du premier restaurant par Norman Colton, le fondateur, qui après avoir vécu plusieurs années en Asie, a décidé tout simplement d'importer le concept des cuisines de rue thaïlandaises et d'Asie du Sud-Est pour justement le rapporter en France. Donc Street Bangkok, c'est déjà 9 ans d'ouverture avec 8 restaurants actuellement, une première ouverture en franchise et l'ouverture d'une cuisine centrale qui fait plus de 1500 mètres carrés, on en parlera plus tard. Ensuite, juste pour vous montrer notre réseau actuel en succursale, avec des chiffres d'affaires allant de 1,5 million à 2 millions d'euros hors taxes annuels. Aujourd'hui, pour un rappel des chiffres, nous avons 8 restaurants en propre, un restaurant en franchise qui a ouvert et 7 ouvertures en franchise en France pour 2024. Street Bangkok, c'est de la nourriture 100% fait maison dans notre cuisine centrale, avec 70% de la mercuriale qui proviendra de notre cuisine centrale, aussi 150 employés et 3 cuisines signature. Donc si on parle de la cuisine signature, on a forcément une offre variée et complète, allant du wok au mijoté, au grill et aux salades, mais aussi en apportant et en multipliant la cible avec du burger, du poulet frit asiatique et de la rôtisserie. Donc Street Bangkok, c'est avant tout, grâce aux fondateurs surtout, des produits de qualité avec une obsession de la qualité, un développement en franchise, pourquoi pas, mais forcément avec une cuisine centrale. Donc nous avons ouvert une cuisine centrale de 1500 mètres carrés prête à approvisionner au national avec une trentaine de cuisiniers, un pôle de recherche et développement. Donc si vous souhaitez avoir plus d'informations sur cette cuisine centrale, n'hésitez pas à nous contacter, on vous la fera visiter. Donc cette cuisine centrale, tout simplement, elle vous permet d'optimiser de 1 vos KPIs et de simplifier les process opérationnels en restaurant. Donc, chez Street Bangkok, on est convivial, audacieux, direct et enflammé. On est une équipe assez jeune, dynamique, et donc vous retrouverez ces valeurs de l'ouverture de votre restaurant dans vos équipes, mais aussi jusqu'à dans l'assiette. Donc le concept, on travaille pour la décoration avec 2 cabinets d'architectes, avec une décoration assez décalée qui vous permet, avec 4 modèles de décoration, d'adapter en fonction du local que vous trouverez, mais aussi en fonction de la ville et de votre cible. Donc Street Bangkok, c'est un concept assez jeune. On a une offre assez rock'n'roll en décoration. Donc si vous voulez regarder nos restaurants, on a des lieux assez immersifs, uniques, avec par exemple la création d'un néon pour chacune des nouvelles enseignes ouvertes. Donc Street Bangkok, c'est aussi un réseau qui nous suit depuis 9 ans avec des commentaires et surtout une perpétuelle évolution, une perpétuelle remise en question des goûts, des saveurs, mais aussi de la marque. Et donc, c'est aussi une marque forte. Pour ouvrir un Street Bangkok, c'est 150 000 euros d'apport minimum, un droit d'entrée de 35 000 euros, des chiffres d'affaires, comme je vous le disais, entre 1,5 million et 2 millions hors taxes. Donc pour le modèle franchisé, aujourd'hui en propre, on est aux alentours de 1,8 à 2 millions hors taxes. Une masse salariale et un food cost tout inclus qui vous permettent d'obtenir un EBITDA entre 15 et 18% et des redevances à 6 et 1% de votre chiffre d'affaires hors taxes. Voilà. Donc, Street Bangkok, on vous accompagne sur les ressources humaines, la logistique et les achats, bien évidemment la finance, l'architecture, le design, le marketing avec notre marque forte et le manuel opératoire prêt à vous servir. Aujourd'hui, Street Bangkok en France, c'est un restaurant ouvert à Issy-les-Moulineaux, 6 à 7 ouvertures en France en 2024 avec des projets en cours et plein de villes ouvertes à la franchise. Donc, si vous voulez ouvrir dans ces différentes villes, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de venir, de vous recevoir dans un de nos restaurants pour un déjeuner parce qu'avant tout, c'est important de goûter nos produits. Et puis, voilà, si vous souhaitez rejoindre Street Bangkok, n'hésitez pas à scanner ce QR code et nous envoyer un mail. Merci à tous. Merci beaucoup, Jeanne, pour ta présentation très succincte et très rapide de l'enseigne et très claire. Je laisse les participants poser vos questions dans le chat et Jeanne pourra y répondre à l'instant T. Donc, c'est à vous. On attend quelques secondes d'avoir quelques questions, Jeanne.
Peut-être, Jeanne, un mot sur les prochaines priorités de développement. Je pense que c'est intéressant pour l'auditoire, que les gens soient connectés ou pas. Alors, donc pour les priorités de développement, bien évidemment, on recherche activement sur les grandes villes. On a quand même Lyon, Marseille, Montpellier, Bordeaux, Rennes, donc de belles villes quand même disponibles encore. Donc, si je peux dire un mot sur notre étape de développement, c'est un petit peu le moment de nous rejoindre. On a des projets pour 2024, ça va faire plus d'1 an et demi qu'on est ouvert à la franchise et plus de 2 ans qu'on a commencé la franchise. Nos 8 restaurants en propre sur Paris nous ont permis justement de modéliser et d'optimiser au mieux pour pouvoir franchiser le modèle et de bien évidemment processiser et d'avoir une simplicité finalement opérationnelle en boutique redoutable. Ok, j'ai une dernière question avant de passer un peu sur les questions des auditeurs qui sont en train d'arriver. J'imagine donc qu'il y a beaucoup de villes qui sont encore vierges, notamment des villes d'importance. Est-ce que chez Street Bangkok, vous envisagez des exclusivités territoriales qui seraient conditionnées par un plan de développement? On peut très bien imaginer, on voit ça chez Capritail, des gros faiseurs de la restauration qui ont envie de développer une enseigne sur un territoire donné, qui ont la capacité d'en ouvrir plusieurs. Est-ce que vous êtes à l'écoute de ce type de profil? Tout à fait, c'est déjà le cas. Par exemple, à Toulouse, nous avons un multifranchisé avec un contrat de développement. Donc, sur certaines villes, nous avons déjà des contrats de développement. Donc ça, c'est intéressant. Donc, tout dépend du profil et des capacités aussi financières. On est ouvert à tout type de profil. Donc, des personnes qui ont fait 20 ans dans une grande enseigne en franchise et qui souhaitent entreprendre pour la première fois, des personnes qui ont une trentaine, quarantaine d'enseignes et qui souhaitent diversifier leur portfolio, mais aussi des personnes qui souhaitent se reconvertir, ouvrir un restaurant pour la première fois. Donc, on est ouvert à toute candidature. Je pense que la clé du succès, c'est forcément la motivation, la passion pour le produit, bien évidemment, puisque que ce soit au siège, dans nos restaurants, on a tous cette volonté d'améliorer le produit et d'avoir un maximum d'authenticité en bouche. Et finalement, je pense que c'est aussi de l'humain, des rencontres. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et surtout à venir nous rencontrer sur Paris pour pouvoir tout simplement goûter Street Bangkok. Super, merci Jeanne pour cette question. Je vais passer la main à Arthur qui voit défiler les questions. On va essayer de faire simple, efficace, rapide. On en a pas mal de questions, même si on peut pas y répondre à toutes tout de suite, on y répondra à la fin du webinaire. On a eu des premières questions concernant l'EBE moyen des restaurants actuellement sur Paris. Quel est l'EBE moyen? Alors, en termes d'EBITDA, nous sommes plus sur la fourchette haute, donc à 18%. Ok. Sur une partie un peu plus technique, est-ce qu'il y a une nécessité d'avoir une extraction? Quel est à peu près le CAPEX au mètre carré et la surface minimum requis pour un Street Bangkok? Parfait. Donc, pour les critères, il y a 2 critères obligatoires. Le gaz, puisqu'on a des wok et donc on est obligé d'avoir du gaz dans la boutique. Une extraction minimum de 400 mm, très important ça aussi, pour avoir un minimum de problème avec vos voisins. Voilà, minimum de 400 mm. Et bien évidemment, un maximum de surface en rez-de-chaussée. Donc, on va être sur des boutiques entre 100-150 mètres carrés, voire plus. Donc, minimum 80 à 100 mètres carrés au rez-de-chaussée pour avoir une cuisine ouverte, parce qu'on a des cuisines ouvertes avec du show cooking, et aussi un maximum de place. En termes de CAPEX, on va être, donc c'est très précis, pour la cuisine, on va être à 160 000 €. Et après, on va venir pour l'agencement et les travaux. Ça va différer en fonction du local existant. On va être aux alentours de 100, 150 000 €, 200 000 €, tout dépend. Ok, donc on parle en gros de bas d'immeuble avec extraction pour un investissement total autour de 300 000 €, ce qui veut dire un apport autour de 100 000 € pour répondre à notre auditeur. Voilà, entre 300 et 500, tout dépend ce que vous avez à faire dans le local. Hors pas de porte, évidemment, et hors travaux de grosses œuvres qui pourrait y avoir le cas échéant, a fortiori quand on est sur une coque livrée brute, où là, effectivement, on sait très bien qu'il y a des travaux qui sont un peu plus importants. Prochaine question. Hop, Jeanne, je te laisse juste me confirmer, mais je pense qu'on en a parlé avec la question de Mickaël. On me demande si aujourd'hui vous êtes prêt à écouter des profils plutôt investisseurs qui seraient prêts à mettre une équipe, mais je suppose que oui, étant donné que vous êtes capable de donner des zones d'exclusivité. C'est ça, c'est déjà le cas. Donc oui, s'il y a association opérationnelle, avec plaisir. On a déjà le cas sur la plupart des projets en cours. On a des investisseurs
voilà, des multifranchisés. Donc, on a vraiment tout type de candidature. N'hésitez pas à me En contacter. sachant qu'on fait vraiment la différence entre le multi-plurifranchisé qui reste quand même très présent dans le quotidien de la vie opérationnelle de son réseau et le pur investisseur qui est un sleeping partner qui n'a que la fonction d'investir. C'est quand même deux profils complètement différents. Exactement, oui. Dernière question, on en a encore deux, mais on en fait une dernière. La question d'après, on la fera à la fin ou après le webinaire parce qu'il faut laisser la place aussi à tout le monde. Petite question importante, je pense, parce que c'est une différence que vous avez par rapport aux autres réseaux, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que vous livrez la totalité de vos produits et des recettes via la cuisine centrale? Et est-ce qu'il y a des produits que le franchisé fait lui-même en point de vente? D'accord. En cuisine centrale, on va vous délivrer donc 70% de votre mercurial global. Donc tout ce que vous pouvez sourcer sur place, certains légumes, si vous voulez faire travailler des brasseurs du coin pour les boissons, vous êtes libre. Donc les boissons, vous êtes libre. Nous, en cuisine centrale, on va préfabriquer sous poche, sous vide, avec des longues DLC, tout ce qui est complexe, donc des viandes pré-marinées, des sauces, des plats déjà faits. Donc ça va être des produits semi-finis et finis. Donc finalement, en cuisine centrale, tout ce qui est compliqué en restaurant à faire, des préparations, tout ça, on le préfait pour vous. Et ensuite, en restaurant, ça vous permet d'arriver plus tard et de juste, par exemple, découper avec un robot coupe vos concombres pour le service. Ça va être vraiment de l'ultra frais en restaurant. Merci Jeanne. Juste, j'en profite pour les prochains participants. Je pense que toutes ces questions-là vont être un peu récurrentes parce que les concerns, les problématiques et les enjeux de nos auditeurs sont un petit peu les mêmes, quel que soit votre concept. Donc, n'hésitez pas à venir enrichir votre présentation déjà de ces premières réponses pour anticiper les questions à venir. Merci Jeanne, on enchaîne. Merci à vous. Merci à toi Jeanne. Thomas, tu es parmi nous? Je suis avec vous. Thomas, on te laisse la main. Génial, merci. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Thomas Legrand, je suis directeur général chez Nachos. J'ai le plaisir de partager avec vous aujourd'hui le concept de Nachos. Donc Nachos, c'est une cuisine d'inspiration mexicaine et on a une promesse et en tout cas une mission chez Nachos qui est de rendre accessible à tous une cuisine mexicaine saine et savoureuse. Nachos, aujourd'hui, c'est un concept qui a été créé il y a 10 ans par Benoît Leroy qui se base sur le manger sain. Et je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui le manger sain est au cœur de notre projet. Pour la petite histoire, la cuisine mexicaine aujourd'hui en France, elle est relativement méconnue, j'allais dire, et pour autant, c'est une cuisine qui, d'un point de vue mondial, a le vent en poupe et plutôt relativement leader dans un certain nombre de territoires. Je vous donne juste un chiffre comme ça, c'est 50 000 restaurants rapides mexicains aux États-Unis. Donc, c'est en tout cas une cuisine qui est en plein boom. Nachos, création en 2013 par Benoît Leroy, je vous le disais, à Rouen, en Normandie, avec en 2013 un premier restaurant succursaliste et en 2017, on s'est tourné vers le milieu de la franchise. Je ne vais pas commenter toutes les étapes de cette jolie courbe, mais aujourd'hui, Nachos en France, c'est 30 restaurants, avec 6 restaurants succursalistes et 24 en franchise. Et vous le voyez, l'ambition de doubler notre parc dans les 2 prochaines années. À date, on a une vingtaine de projets en cours sur l'année 2024 qui sont en cours de finalisation. Ce qui fait aujourd'hui l'authenticité et la différenciation chez Nachos, je vais vous la résumer en 3 points. La qualité de nos ingrédients. Aujourd'hui, Jeanne le disait précédemment, mais je pense que c'est quelque chose qui est très important pour l'ensemble de nos auditeurs du jour. On travaille des produits qui sont des produits frais. On travaille des viandes qui sont françaises. On travaille aujourd'hui aucun produit surgelé quand on parle de cuisine chez Nachos. Et pourquoi je parle de cuisine? Parce qu'aujourd'hui, les sauces, notre guacamole, le riz, nos haricots, tout est fait aujourd'hui dans nos restaurants, sur place, tous les jours. Donc, il y a du boulot, mais pour autant, on a la fierté de travailler vraiment des ingrédients bruts et de proposer aux clients une expérience gustative à base de produits frais. Et la dernière chose, c'est la personnalisation aujourd'hui des plats. On a 4 plats principaux que vous pouvez voir en photo sur ce slide-là. Des tacos, des bowls, des quesadillas et surtout la faritas qui est notre plat emblématique que vous pouvez composer à la demande selon vos goûts, vos envies et vos différents régimes. Voilà, c'est aussi le plaisir de l'expérience.
On est animé par 3 valeurs qui sont fortes. Le partage, l'exigence et l'engagement. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune de ces 3 valeurs, mais aujourd'hui, il est important pour nous d'avoir à nos côtés des partenaires et des franchisés qui partagent aussi ces valeurs-là pour, j'allais dire, une logique de parcours et de commun ensemble. Si on rentre un peu plus dans les chiffres, aujourd'hui, un projet d'un Nachos, c'est un projet qui est accessible et c'est un projet qui est rentable. On parle d'un CAPEX autour de 300 000 € pour une surface qui va entre 100 et 200 mètres carrés, mais j'y reviens sur la slide d'après. Pour ça, aujourd'hui, on demande un apport de 75 000 €. On a un droit d'entrée qui est de 25 000 € plus 10 000 au niveau de la formation, donc 35 000 en droit d'entrée packagé. La redevance aujourd'hui qui est demandée aujourd'hui pour une franchise Nachos, c'est 5 plus 1, soit 6% du chiffre d'affaires hors taxe. Un chiffre d'affaires aujourd'hui en année 3 chez Nachos tourne autour du 1 million d'euros hors taxe. Et on a des food costs, alors soit entre 29 et 31, parce qu'on a 2 grilles de prix en fonction de la taille des villes, mais globalement, on va dire 31% de food cost, tout compris, emballage inclus. Une masse salariale qui tourne autour de 25% et un ticket moyen à 18 € TTC. Ça, c'est pour les métriques aujourd'hui du projet. En termes d'implantation, centre-co, centre-ville, retail park, aujourd'hui, on a un modèle qui, en tout cas, fonctionne dans les 3 typologies d'emplacement. On va globalement d'un emplacement qui doit faire à peu près une centaine de mètres carrés minimum, encore qu'on a un restaurant aujourd'hui qui en fait 60, donc on sait travailler aussi sur des surfaces plus petites, mais on recommande en tout cas une surface entre 100 et 200 mètres carrés. Une terrasse, important en tout cas dans une logique de visibilité quand on est restaurateur. Et j'insiste sur le sujet, une gaine d'extraction d'un diamètre de 200, puisqu'aujourd'hui on fait de la cuisson de nos viandes sur place. Donc pour éviter toute nuisance, on demande une gaine de 200 dans nos restaurants. Pour finir, et on l'a dit, la thématique aussi aujourd'hui, c'est l'accompagnement qu'on peut apporter à nos franchisés. Aujourd'hui, nous, on vous aide en tant que franchisé à trouver vos locaux. On vous aide dans les logiques de financement auprès de nos banques partenaires ou auprès d'organismes de caution mutuelle. On a une logique très forte en termes d'e-learning et de formation. On demande à un franchisé 5 semaines de formation dans un de nos restaurants pilotes. On est là à l'ouverture. Il y a nos animateurs réseau qui seront là pendant la semaine d'ouverture pour vous accompagner, pour former vos équipes, mais également un plan de communication qu'on veut puissant et personnalisé à chacune de nos ouvertures. Et l'idée derrière l'ouverture, c'est surtout pas de vous laisser dans la nature, bien au contraire, mais de continuer de vous accompagner par des visites terrain qui sont régulières, par des outils de pilotage qu'on a et qu'on propose dans une sorte de pack digital pour nos franchisés, une vraie dynamique marketing sur la logique de dynamisation de nouvelles recettes, de nouveaux produits, de programmes de fidélité, de communication sur lesquels on vous accompagne, et bien entendu, des temps d'échange qu'on a de façon privilégiée avec chacun de nos franchisés. Donc voilà un peu aujourd'hui ce qu'est Nachos en quelques mots. Forcément, c'était toujours trop court. On aimerait avoir plus de temps pour vous en parler. Si c'est le cas, on se tient à votre disposition. Alors, Jeanne, tu as eu une bonne idée de mettre ton nom, ton QR code et ton adresse email. Je la repiquerai sur la prochaine présentation. Mais voilà, n'hésitez pas. On les transmettra, Thomas. On les transmettra à l'issue et à l'ensemble des participants. Ils auront l'ensemble de vos coordonnées, portable, mail. Aucune inquiétude là-dessus. On fera le relais. Ça marche. En tout cas, merci Thomas pour cette presse. Je crois que c'était très clair. Nickel. C'est concis, mais c'est extrêmement clair. Les questions, peut-être, même question en préambule. Moi, je vais toujours faire ça, mais parce que notre métier, c'est aussi le développement et de vous accompagner dans le développement et dans le fait de trouver des profils qui correspondent non seulement à vos valeurs, mais aussi à votre rythme de développement et à votre ambition de développement. Chacun des réseaux a une stratégie de développement qui est légèrement différente, quand bien même vous faites tous partie du même secteur d'activité. Donc, ouverture, je connais un peu la réponse, mais à des profils plutôt multi-master franchisés régionaux, locaux, typologie de profil, très important que nos auditeurs puissent éventuellement se reconnaître dans ce que vous cherchez. Aujourd'hui, si tu veux, on n'a pas de cartographie ou de profil type de franchisé chez Nachos. On a à la fois des multi-franchisés, on en a plusieurs au sein de notre réseau. On a des pluris qui ont aussi d'autres enseignes. On a des investisseurs qui, ce que tu qualifiais tout à l'heure de sleeping investor. On en a aussi qui sont aujourd'hui dans notre portefeuille de franchisés. Et on a également aujourd'hui des gens qui veulent avoir des plans de développement
précis sur une zone d'exclusivité donnée. Et donc ça, on le fait également. Donc aujourd'hui, j'allais dire, on catégorise pas, on segmente pas, on a une ouverture sur la logique de profil qu'on a envie d'avoir à nos côtés, qui est surtout pas restrictive et limitante. Ok, c'est très clair. En attendant les questions qui vont arriver, j'ai une autre question aussi, Thomas, qui je pense peut être importante pour les porteurs de projets. Quel est le délai moyen de l'ouverture d'un magasin nachos? Parce que quelquefois, on a des profils qui sont en reconversion, qui ont quitté le monde du salariat, qui ont besoin d'ouvrir rapidement. On en a d'autres qui sont sur des projets à plus long terme. On peut envisager quel délai en moyenne pour l'ouverture nachos entre la première prise de contact et l'ouverture finale d'un point de vente? Le temps d'un accouchement, j'allais dire, c'est 9 mois. Nous, aujourd'hui, quand on constate, si tu veux, les premiers contacts avec nos candidats à la franchise et la date d'ouverture, alors encore une fois, c'est une moyenne, Oui. on est capable de le faire de façon beaucoup plus rapide. Et pour certains, ça suppose une réflexion un peu plus lente ou en tout cas un peu plus approfondie. Mais globalement, on est sur un délai de 9 mois entre le premier contact et la date d'ouverture. Ok. Autre élément qui est pas inintéressant, je sais que tous les réseaux sont pas organisés de la même manière, notamment pour la recherche des locaux. Ça fait partie des choses que Capritel propose aux candidats à la franchise. Mais il y a un certain nombre de réseaux comme Nachos qui s'organisent déjà en amont avec une veille plutôt active au long cours. Et vous avez déjà un petit réseau de locaux disponibles, prévalidés par le réseau, sur lequel on peut faire du plug and play aussi relativement rapidement. On sait qu'on a aujourd'hui des candidats qui viennent avec leurs locaux commerciaux, mais dans l'immense majorité des cas, ces candidats ont des velléités de développement, mais n'ont pas le local commercial. Ouais, non, mais tout à fait. Et nous, l'idée, c'est pas de les citer, mais on a un partenaire avec qui on travaille en amont sur la logique de recherche de locaux commerciaux pour des centres commerciaux, et également un autre partenaire avec lequel on bosse sur la partie plutôt des centres-villes. Et on a aussi un service développement aujourd'hui où on est 3 au niveau du service développement chez Nachos, où forcément il y a une logique de veille active sur la plupart des agglomérations sur lesquelles on n'est pas présent. Aujourd'hui, on a ciblé 100 villes en France de plus de 50 000 habitants, dont 20 de plus de 100 000 sur lesquelles on n'est pas encore présent. On a certes une trentaine de points de vente, mais pour autant, il y a encore une centaine de villes en France sur lesquelles on peut aller mettre un drapeau Nachos. Donc, il est forcément utile et surtout nécessaire d'être hyper actif sur cette logique de veille pour les locaux. Peut-être aussi un point, parce que pour avoir travaillé avec vous aussi déjà par le passé, ça fait partie des points qui sont importants, je pense, pour les gens qui nous écoutent. C'est l'organisation qui est mise à disposition des franchisés tout au long de leur parcours d'intégration, finalement. Votre petit process d'intégration, c'est si tu devais en toucher quelques mots. Ouais, alors le process d'intégration, il est pas petit, il est costaud, mais on le veut costaud à la fois parce qu'on considère que si on veut avoir quelqu'un d'impliqué à nos côtés, il est nécessaire qu'il puisse comprendre la philosophie, le sens et l'ADN de chez Nachos. Donc, en effet, on a une équipe d'animateurs terrain qui tourne en permanence et qui est au contact très proche de l'ensemble de nos franchisés, de nos candidats à la franchise. Et puis après, il y a toute la logique d'accueil en formation dans nos restaurants pilotes pendant une durée de 5 semaines, 3 semaines en opérationnel pour comprendre ce qu'est la cuisine, la ligne de vente, la façon de faire du commerce, même si je pense que ça peut être inné pour un certain nombre de personnes, et 2 semaines plutôt tournées autour de la logique d'outils, de gestion et de pilotage d'un restaurant. On a une question, Thomas, qui est arrivée concernant l'approvisionnement des restaurants. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une obligation d'achat auprès de la centrale de 100%? Comment ça s'articule pour les franchisés? Alors, c'est au même titre un peu que ce que Jeanne expliquait avec la cuisine centrale précédemment. Nous, on a un catalogue de fournisseurs qu'on a référencés, des métros, des Pomona ou des gens comme ça avec qui nous on fait des accords nationaux et avec qui on incite nos franchisés à passer. Donc, on est sur une gamme de 80% de la carte qui doit être commandée via ces fournisseurs-là. Et de l'autre côté, il y a toujours une latitude à la marge pour chaque franchisé d'aller faire ses commandes sur place. Ok, très bien. Bon, là, une question, donc d'autres arrivent forcément. Si je trompe pas, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas de cuisine centrale chez Nachos. Du coup, par rapport aux livraisons, c'est simplement les packaging et les autres matériels qui sont livrés. Et du même participant, on a une question concernant la partie plutôt mobilier déco. Est-ce qu'il y a une latitude possible? Est-ce que tout doit être pris et doit être fait au concept Nachos? Comment ça se passe aussi sur cette partie plutôt matériel, capex, décoration?
Alors sur la partie produit, oui, on a nous une centrale d'achat aussi internalisée sur la logique notamment de tout ce qui est packaging, emballage, pour notamment destiné à la livraison. Sur tout ce qui va être les produits frais, c'est le catalogue de nos fournisseurs référencés. Concernant tout ce qui est agencement déco ou autre, on a un concept assez clair et donc on accompagne aussi nos franchisés dans cette démarche sur la partie travaux et sur la partie conception et agencement pour lequel, si tu veux, on a vraiment un cahier des charges architectural et de concept qui est relativement clair. Aujourd'hui, si tu veux, on garantit un coût de travaux en agencement pur, hein, je parle hors coût de la cuisine, à 1 450 € du mètre carré pour des candidats à la franchise. Et on l'a vu, là, on a ouvert 10 restaurants depuis le début de l'année. Le 1 450 € est tenu sur chacun des projets sur lesquels on accompagne nos franchisés en la matière. Parfait. Merci beaucoup, Thomas. Merci, Thomas. Merci à tous, merci de votre écoute et puis on reste disponible en cas de questions complémentaires. Parfait. Et je laisse donc la main à Fanny, fondatrice du réseau Made Burger. Fanny, c'est à toi. Ouais, pas de souci. Donc du coup, je recommence. Donc moi, c'est Fanny, fondatrice de Made. Donc Made, c'est une enseigne qui est spécialisée dans le burger premium avec un positionnement haut de gamme. Une de nos principales valeurs ajoutées, c'est de proposer donc en plus des boissons qui sont faites maison. Et à la commande, donc notamment des smoothies, des thés glacés, des citronnades. Donc pour la petite histoire, on a commencé, donc moi et mon associé Jonathan, dans le sud de la France en 2014 avec un food truck. On sortait toujours de nos études, on avait 18 ans et on s'est lancé dans ce premier projet. Donc on a eu notre food truck pendant 3 ans, 2 ans dans le sud et 1 an sur Angers. L'objectif a toujours été d'ouvrir des restaurants et de se développer en franchise. Et on a choisi Angers parce que justement, c'est une terre de franchise et c'est considéré comme une ville test. Donc, on a ouvert notre premier établissement en décembre 2017, le second en décembre 2019 dans un centre commercial qui est situé à quelques kilomètres d'Angers. Et on a commencé à commercialiser la franchise fin d'année 2022, début d'année 2023. Actuellement, on a donc 2 contrats de réservation de zone qui ont été signés pour la ville de Nantes et de Tours. Et donc, on espère bien plus encore pour l'année 2024. Donc, concernant le positionnement Made, comme je le disais, on a un positionnement qui est haut de gamme. Donc, que ce soit au niveau de l'intérieur des restaurants avec les matériaux qu'on utilise, donc notamment du bois, du végétal ou encore nos banquettes qui sont en cuir. Au niveau des packaging, donc on sert dans des petites caissettes en bois Made et à emporter. On ne sert pas dans des sacs. On a fait le choix de partir sur des boîtes pour faciliter le transport et également pour cette image plus qualitative. Au niveau des matières premières, bien évidemment, notamment avec notre viande qui est issue d'un élevage local, et aussi au niveau de l'expérience client avec, par exemple, un diffuseur d'odeur qu'on a dans nos établissements. Donc, on est également ouvert en continu, donc les clients peuvent commander des burgers tout au long de la journée, mais on a aussi une carte qui est vraiment dédiée à l'après-midi, donc avec des boissons froides, comme je le disais tout à l'heure, des boissons chaudes, des donuts, des milkshakes, en sachant que cette partie après-midi, c'est vraiment une carte qu'on développe de plus en plus. Donc actuellement, elle représente à peu près 10 à 20% de notre chiffre d'affaires en fonction du restaurant qui est situé dans le centre-ville ou celui qui est situé dans le centre commercial. Mais c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de développer parce que de 1, les marges sont meilleures les après-midi et de 2, il y a un potentiel de chiffre d'affaires qui est bien plus important. Et on a également un concept donc, qui est multiformat dans le sens où on a donc la possibilité de le développer en centre-ville, en centre commercial, dans un retail park et également en format drive. Donc, pour parler un petit peu des chiffres, donc cette année, c'est 170 000 burgers qui ont été vendus sur nos 2 établissements pour un CA avoisinant les 2,6 millions, donc qui se décompose de la façon suivante, à peu près 1,7 million pour le restaurant d'Angers et un peu moins d'1 million sur le restaurant de l'Atoll. Pourquoi cette différence? C'est uniquement lié au fait qu'on est fermé le dimanche dans le centre commercial, qu'on n'a pas toute la partie livraison et également que le soir, tous les commerces ferment à 19h, donc forcément le centre commercial se vide assez tôt. On a également des très bons retours de la part de nos clients parce qu'on a une note autour des 4,6, 4,7 sur 5, que ce soit sur place, à emporter, mais également sur les différentes plateformes de livraison. Et autre chiffre qui est très important pour nous, c'est le fait que 60% de notre équipe est en place depuis au moins 2 ans. On a limité énormément le turnover chez Made en mettant en place notamment la semaine de 4 jours et en limitant les coupures, ce qui est possible justement par le fait d'être ouvert en continu. Donc, ça permet de gagner énormément en confort de travail. Et grâce à ça, on a réussi à conserver nos équipes bien plus longtemps. Concernant l'accompagnement, donc on propose de vous accompagner donc de A à Z au niveau de toutes les étapes du projet. Donc, ça commence par une formation initiale qui est délivrée au sein de nos établissements, qui se décompose plus ou moins de la façon suivante, 3 semaines de pratique et 3 semaines de théorique,
qui est bien évidemment adaptable en fonction du profil du franchisé, en fonction de son expérience. On accompagne également donc dans la recherche des locaux pour obtenir le financement, également pendant les travaux avec notre cabinet d'architectes et avant, pendant et après l'ouverture. Donc on a organisé dans nos 2 établissements un événement donc de 500 burgers offerts qui nous a permis de gagner énormément en notoriété. Donc c'est quelque chose qu'on assiste et qu'on met en place également pour les prochaines ouvertures. Pour parler des chiffres en franchise, du coup, la masse salariale, comme je le disais, elle est, je pense pas l'avoir dit en fait. On a une masse salariale qui est très faible, donc qui est de 16%, donc ce qui est possible notamment avec tous les process et l'organisation qu'on a mis en place. Donc pour l'établissement de Angers dans le centre-ville qui réalise 1,7 million, on est sur une équipe de 9 personnes en équivalent temps plein. Et pour celui qui est dans le centre commercial, on n'a besoin que de 5 personnes. Donc, ce qui nous permet d'atteindre justement un EBE autour des 20-25%. Au niveau des redevances, donc c'est 5% du chiffre d'affaires plus important pour la partie communication. On commence à étudier les dossiers à partir de 80 000 € d'apport et on a des droits d'entrée de 25 000 pour un investissement moyen autour des 300 000. Donc voilà, je suis disponible si jamais vous avez des questions. Merci beaucoup, Fanny. Alors, même question que précédemment. Alors, vous êtes un petit réseau, on le voit, hein, un réseau qui est assez récent. Vous êtes basé dans l'ouest de la France. Vous avez des chiffres pour un départ qui sont quand même très, très encourageants. Notamment, moi, j'avoue que je suis assez impressionné par le pourcentage des frais de personnel. C'est vrai que 16% dans la restauration, c'est quand même assez rare. Donc ça, c'est un beau challenge. Je vois que ça fait sourire Thomas, qui reste rêveur. Non, mais c'est un vrai sujet. Le développement, Fanny, on parle souvent de développement en nénuphar, hein, de manière très classique, surtout quand on a des sources d'approvisionnement qui sont locales, comme tu le décris. Votre stratégie de développement, pour l'instant, c'est rester dans l'Ouest. Vous êtes à l'écoute de tout dossier dans tout le territoire français. Comment vous envisagez les choses ? Oui, alors on ne s'est pas fermé, on s'est pas bloqué sur un premier développement uniquement dans l'Ouest. On est vraiment ouvert à toutes les villes. Donc c'est vrai que ça a commencé comme ça parce que on a eu Nantes et Tours qui ont été signés. Mais après on se bloque pas à ouvrir par exemple dans le sud de la France. On vient de là-bas donc on connaît bien également du coup. Mais non, c'est pas on n'est pas effectivement le fonctionnement local, c'est pas quelque chose qui va être bloquant dans notre développement. Parce que les fournisseurs qu'on a, ils sont capables de nous livrer partout en France. Ça, c'est une des questions qui vient d'être posée. C'est justement ce sujet-là de ce grade de qualité et le sujet des livraisons. Vous êtes capable, malgré le petit réseau aujourd'hui, il y a un maillage territorial qui est finalement assez localisé. Vous êtes quand même capable de l'assurer. Si demain on ouvrait Annecy, pour dire une sottise, aucun problème pour garder ce grade de qualité, pour assurer aux franchisés des livraisons en délai, en qualité, etc. Oui, bien sûr, tout à fait. Justement, c'est une grande discussion qu'on a eue avec nos fournisseurs actuels. On leur a parlé donc, de cette partie développement et de toute manière, c'était un critère aussi pour les choisir, de pouvoir retrouver la même qualité dans chacun de nos établissements et de pouvoir les livrer partout en France. Merci Fanny. On a des questions qui arrivent et une donc concernant la livraison. Et pour aller un peu plus loin sur la livraison, aujourd'hui, on sait qu'on a toutes les plateformes type Uber Eats, Deliveroo. Aujourd'hui, est-ce que sur les magasins d'Angers, vous arrivez à pouvoir différencier la livraison en direct et la livraison par les plateformes, savoir un peu quelle est la proportion que vous faites via les plateformes? Alors justement, c'est un choix de notre part. On réalise à peu près 25% de notre chiffre d'affaires en livraison. C'est un choix également de pas laisser trop de place pour la partie livraison, dans le sens où on invite plutôt nos clients à nous rendre visite directement dans nos établissements. Pour une meilleure expérience déjà, et aussi parce qu'on ne veut pas être trop dépendant des plateformes. On ne sait jamais ce qui peut se passer à l'avenir, si jamais il y a une augmentation des commissions ou s'il y a un tas de choses qui peuvent se passer. Nous, c'est vrai que c'est un choix de rester vraiment autour des 20-25% au maximum pour cette partie-là, quoi. Très bien, sur cette partie-là, ça veut dire que y a eu beaucoup de questions. Alors, c'est vrai qu'on le voit un peu moins, mais c'est vrai que sortie Covid, le sujet lié aux plateformes était très important. À un moment donné, on avait des concepts qui voulaient absolument 2 entrées différentes, justement pour ne pas nuire à l'expérience client des gens qui venaient au restaurant. Donc aujourd'hui, c'est une possibilité pour l'ensemble de vos franchisés que de promouvoir la marque au travers des plateformes. En revanche, c'est pas au détriment de la qualité de l'expérience client. Exactement, c'est ça l'objectif. En fait, on pourrait en soi faire plus de chiffre d'affaires en livraison, mais c'est vrai qu'on a, par exemple, sur un samedi où on va faire du 400-500 burgers,
clairement, on va clairement prioriser les personnes qui se déplacent et tout ça plutôt que de laisser ouvertes les plateformes, d'avoir un temps d'attente qui arrive à 10 minutes sur place. Enfin, c'est pas l'objectif non plus, quoi. On les limite aussi parce qu'on reste quand même de la restauration rapide, même si au niveau de notre positionnement et de l'intérieur de nos restaurants, on veut quand même plus se rapprocher de la restauration traditionnelle. On reste quand même sur du rapide, donc on ne peut pas se permettre d'avoir des temps d'attente sur du 10-15 minutes. Donc, c'est des choix également de réduire cette partie livraison quand les services deviennent trop compliqués ou pour prioriser le surplace. Et pour autant, tu le disais très bien tout à l'heure avec ton chiffre d'affaires de l'atoll qui ne bénéficie pas de ce service-là, il y a un vrai impact sur le chiffre d'affaires. Alors sans les coûts associés, parce qu'on sait aussi que la livraison, on est impacté en marge par rapport à un chiffre d'affaires qui est fait sur place. Oui, tout à fait, ouais, bien sûr. Et après, sur le restaurant de l'atoll, c'est aussi le fait qu'on est fermé le dimanche et que le soir, comme je le disais, on est ouvert que jusqu'à 21h, 21h30, contrairement au centre-ville où on peut jusqu'à 23h. Donc, il y a quand même aussi une différence de chiffre d'affaires qui est liée à ça. Et ça, je le dis pour l'ensemble des gens qui nous écoutent, parfois la notion de chiffre d'affaires, elle est un peu abstraite parce que effectivement, pour réaliser du chiffre d'affaires, on a des plages horaires qui sont beaucoup plus étendues, beaucoup plus de journées, que c'est lié aussi à du chiffre d'affaires qui vient des plateformes. En fait, il faut regarder aussi la rentabilité du chiffre d'affaires réalisé, et c'est pour ça qu'il faut pas s'alarmer. C'est pour ça qu'il y a des réseaux comme vous qui s'ouvrent à différents canaux et typologies d'emplacement. Je pense au retail park, au centre-ville, au centre-co, parce que tous les canaux ne représentent pas la même opportunité de chiffre d'affaires et de BE en fonction du développement, quoi. Tout à fait. Et même la clientèle est totalement différente de celle, par exemple, dans le centre-ville, on va avoir une clientèle plutôt étudiante. Et dans le centre commercial, ça va être une clientèle plutôt famille ou des personnes qui travaillent dans le centre. Donc, on arrive vraiment à avoir une clientèle qui est très large. Donc, ça, c'est aussi un point positif. Fanny, dernière petite question, et après on en a d'autres qu'on fera à la fin s'il nous reste un peu de temps. C'était une question par rapport au savoir-faire. Aujourd'hui, vous n'avez pas de cuisine centrale. Comment vous garantissez ou vous assurez aujourd'hui d'avoir une uniformisation des recettes et des goûts dans chacun de vos restaurants? Comment ça se passe? C'est matérialisé par des fiches recettes, des formations, de l'animation de réseau via un animateur réseau par la suite de l'ouverture? Oui, bien sûr. Nous, comment on fonctionne actuellement, effectivement, c'est que on a une application au sein de nos restaurants avec toutes nos recettes qui sont répertoriées. On fait régulièrement des points avec nos équipes, donc avec toutes les nouveautés, toutes les fiches recettes et tout ça qui sont affichées en cuisine et qui sont également disponibles sur l'application. Et par la suite, bien évidemment, toutes les fiches recettes seront disponibles et on aura un animateur pour gérer le réseau et le développement. Oui, tout à fait. Parfait. Et juste petite question pour finir. La zone d'implantation de Chalandise pour un Make Burger, elle est à peu près combien d'habitants? 100 000, on part sur 100 000 minimum. Ok. Merci beaucoup, Fanny. Et c'était beaucoup mieux avec ce son-là. Oui, effectivement. Merci à vous. Merci à toi, Fanny. Et on va finir avec Tom sur l'enseigne Indiana. Tom, c'est à toi. Merci. Eh bien, enchanté à tous. Ravi de voir autant d'entrepreneurs présents sur ce webinaire. Moi, je suis là pour vous présenter l'enseigne Indiana Café. Indiana Café, qu'est-ce que c'est? C'est une brasserie. Donc, les codes de la brasserie française, c'est-à-dire qu'on va vous servir à table. On va prendre vraiment une attention toute particulière à prendre vos commandes, à venir vous servir à table. Et au niveau de la carte, on va être sur des produits plutôt d'inspiration américaine, Tex-Mex, donc du burger et puis toute l'offre, effectivement, Tex-Mex. Indiana Café, c'est ouvert 7 sur 7. Donc, on va commencer à ouvrir le matin à partir de 10h et on va être ouvert jusqu'à 1h, 1h30. On est évidemment des brasseries avec une licence cadre, donc on a une grosse partie évidemment également au niveau du bar. Toutes les fins de journée entre 17 et 20h, on va être en format happy hour. Par exemple, pour un exemple, au niveau des pintes, on sait que les afterworks, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. On va être sur des pintes de bière à 5 € et ça, évidemment, que ça nous remplit beaucoup le restaurant. On le voit là en termes de répartition de notre chiffre d'affaires. On est sur un tiers de notre chiffre d'affaires qui est réalisé le midi, un tiers également le soir et un tiers du chiffre d'affaires en limonade. La limonade, ça va être tout ce qui va être la consommation de boissons hors menu. Donc, on voit que c'est une grosse part de notre chiffre d'affaires et c'est vraiment non négligeable. En termes de panier moyen, on est sur un panier moyen à 23,50 € par jour. Ça veut dire qu'on va faire environ 160 couverts au niveau du restaurant. C'est des gros formats, nos brasseries sont des gros formats. On est entre 300 et 500 mètres carrés. On va le voir après. On a dans nos restaurants, quand on peut et quand on est sur des gros formats, un espace un peu plus ludique qui convient très bien aux afterwork avec un espace fléchette et billard par exemple, et sur lequel on organise beaucoup d'événements, des événements B2B ou même des événements avec des tournois de billard par exemple. C'est vraiment des lieux où on se sent bien et où on aime revenir.
Donc là, vous avez des exemples évidemment aussi de nos produits. C'est un réseau qui a 35 ans, qui s'est pendant très longtemps développé en propre. La franchise, elle est beaucoup plus récente. On a lancé la franchise il y a 6 ans et aujourd'hui, on est à peu près sur un ratio 2/3 de succursales, 1/3 de franchise. Donc on a encore, là vous le voyez, on a 6 ouvertures prochaines de franchise où on a déjà signé. Et bon, je fais une petite parenthèse, mais merci Capritel aussi pour nous avoir apporté les candidats. Donc voilà, on a 6 ouvertures. Évidemment, vu qu'on est sur des gros restaurants, je vous parle de restaurants entre 400 et 500 mètres carrés, c'est des projets qui mettent parfois 1 an et demi à voir le jour, parce qu'on se positionne également sur des programmes neufs sur lesquels on va pouvoir signer le bail, mais le temps que le centre commercial, par exemple, que le retail park voit le jour, on est sur un projet où il faut se projeter un petit peu. Tout à l'heure, Thomas parlait de projets en 9 mois. Ça va être effectivement possible si on a déjà identifié des locaux et comme c'est le cas déjà dans certaines villes de France où on a des locaux, où on a préempté les locaux parce qu'on est extrêmement actif sur la partie veille immobilière. Dans certains cas, quand on est sur la partie prospection de locaux, c'est vraiment des projets qui vont plutôt prendre entre 1 an et 2 ans. En termes de chiffres, parce que je sais que c'est beaucoup ce que vous attendez, les projets Indiana en termes de capex global pour l'ouverture vraiment clé en main d'un restaurant, on est sur 1,3 million, 1,4 million d'investissement. Donc on va recommander l'apport à 350. C'est pas anodin, c'est simplement qu'on connaît le système bancaire aujourd'hui, le système de fonctionnement bancaire. On va pouvoir étudier les dossiers avec un petit peu moins d'apport. Aujourd'hui, il existe de plus en plus de dispositifs qui permettent de créer votre entreprise en franchise. On peut étudier des dossiers par exemple à partir de 250 000. Aujourd'hui, il faut juste que ça reste cohérent pour que ça réponde au format bancaire. Donc, en termes de chiffre d'affaires, on a une variable qui est effectivement assez importante. On va être entre 1,9 million et 2,5 millions de chiffre d'affaires, atteignable dès la 2e année. Bon, l'explication de cette fourchette assez large de chiffre d'affaires, elle est surtout sur la taille du restaurant et le nombre de couverts que vous allez pouvoir faire tous les jours. On est sur une marge brute plutôt très bonne dans la restauration. Pour le coup, ma salariale, si je compare par rapport aux 3 concepts qui sont passés avant, et notamment Fanny, on est quasiment au double de Fanny. Alors pourquoi ? Ça s'explique parce qu'on fait de la restauration assise, la restauration à table. Donc évidemment, on a une masse salariale qui est liée aussi à ça. En termes de redevance, on reste sur un format assez classique dans le milieu de la restauration, du 5+1, et sur un EBE à 15%. Là, on est plutôt sur la moyenne basse, je dirais. On n'a pas voulu vous vendre du rêve. Maintenant, quand on regarde 15% d'EBE sur un CA qui peut dépasser les 2 millions, on commence à être sur des EBE assez intéressants. J'anticipe un petit peu sur les questions que vous avez posées aux autres. Évidemment qu'on va être ouvert à des exploitants directs, mais également à des multifranchisés. On va avoir une formation de toute manière qui va s'adapter aux candidats qu'on va avoir en face de nous. Les formations, elles vont durer entre 1 mois et 2 mois. C'est vraiment du sur-mesure quand on se rencontre et c'est pas à la première rencontre qu'on aura ensemble qu'on décidera si on bossera ensemble. On va commencer à comprendre qui vous êtes, comprendre quel est votre profil et évidemment que la formation qui vous sera dispensée, elle sera adaptée à qui vous êtes. Donc il n'y a pas de formation type chez Indiana, il y a plutôt une formation qui est adaptée, qui est sur-mesure par rapport à vous. Pas obligé de venir non plus de la restauration, même si c'est idéal. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les personnes qui ne viennent pas de la restauration, soit elles ont une équipe déjà en place et ils vont mettre un manager ou un directeur de restaurant. Et quand les personnes n'ont pas d'équipe, ils vont plutôt être dans leur restaurant. Un restaurant Indiana Café, c'est plutôt un grand restaurant, donc généralement on va être là, on va être présent. On vient chez Indiana Café pour la marque Indiana Café, mais on vient aussi pour le franchisé. Les gens aiment venir et dire voilà, je vais voir monsieur untel parce que c'est effectivement le franchisé, parce qu'on le connaît, parce qu'il porte sa marque. Voilà, maintenant après en termes de projet de développement et de projet d'ouverture, on est plutôt, je dirais, sélectif sur le nombre de points de vente qu'on va souhaiter ouvrir. Je pense qu'on ne sera jamais sur 10 ouvertures par an. On prend vraiment le choix de choisir chaque franchisé avec lequel on va travailler. On va être sur un rythme entre 3 et 6 ouvertures par an. Voilà pour la présentation rapide d'Indiana. Merci Tom. Avec plaisir. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions. Bon, on voit bien dans le choix qui a été fait en préparation du webinaire, on est vraiment sur des formats qui sont complètement différents. Vous avez beau tous les 4 faire partie du secteur de la restauration.
Néanmoins, on a des formats, voire des business models qui sont articulés complètement différemment. C'est vrai que chez Indiana, on voit qu'il y a un peu plus de marge, mais il y a aussi plus de masse salariale. On est sur de la restauration à table versus du emporté. On a après un poids des familles de produits qui sont vendus qui est un petit peu différent quand on est sur Indiana où il y a une licence 4 avec de la limonade versus d'autres concepts qui sont posés. Je ne sais pas si on a quelques questions qui arrivent. Moi, j'ai envie de vous poser une première question qui est revenue un petit peu tout au long du webinaire par différents auditeurs. C'est la question du halal. On sait que c'est une question qui est importante. Il y a de plus en plus de concepts qui proposent de la viande halal. Est-ce que dans vos concepts respectifs, hein, donc là ça vaut pour tous les quatre, est-ce que vous proposez des viandes halal ou est-ce que c'est un non-sujet? En tout cas, c'est un sujet qui n'est pas traité par le concept. Je sais pas qui commence, moi je vais répondre. Ouais, je t'en prie, Tom. Au niveau de la carte Indiana, non, malheureusement on propose pas d'offre halal. On a une carte qui est quand même assez grande. On a essayé de couvrir les habitudes de consommation de chacun. On a une très grande carte végétarienne, par exemple, mais pour le moment, on ne propose pas d'option halal. Et du poisson aussi, j'imagine. Fanny, peut-être? Également, si on a fait c'est pareil pour nous. C'est pas forcément c'est pas notre segment. Du coup, on n'a pas de produits qui sont halal. Mais pareil que pour Indiana, c'est vrai qu'on a par exemple une grosse offre végétarienne. Tous nos burgers sont déclinables en végétarien, mais non, on n'est pas sur ce segment-là sinon. Thomas? On y passe demain. Donc, voilà, je peux pas être plus dans l'actualité. On a fait le choix en effet de pouvoir proposer. On avait une protéine bio, végétarienne, 100% française jusqu'à présent, et on vient à partir de demain introduire dans notre carte un poulet issu de viande halal. Donc ça veut dire que c'est pas 100% des viandes qui sont halal, mais il y a une sélection de viandes halal qui sont proposées. Il manque Jeanne peut-être? Oui, alors chez Street Bangkok, nous avons le burger qui est halal, le poulet qui est halal. Après, on ne communique pas sur le côté halal tout simplement parce que toutes nos viandes ne sont pas halal. On vend aussi du porc, on vend différentes viandes qui ne sont pas halal. Le bœuf est halal. Donc aujourd'hui, par exemple, sur le burger qu'on vend déjà beaucoup, qui est un produit leader sur notre carte, souvent on nous pose la question et donc on peut répondre à cette demande. Merci beaucoup pour ces réponses. Arthur? On a eu quelques questions où vous pourrez peut-être tous y répondre. Ça a été identifié plutôt pour Thomas et Jeanne qui ont un réseau un peu plus conséquent aujourd'hui concernant les plateformes et la livraison. Est-ce que des accords ont été signés au national et qui pourraient être du coup intéressants pour les franchisés ou chaque franchisé, entre guillemets, fait sa tambouille interne et le gère en local? Non, nous, on a un accord national qui est signé avec Uber Eats et avec Deliveroo et dont on fait profiter aujourd'hui nos franchisés. Et pour toi, Jeanne? Et nous aussi, donc nous, on sera au national avec Uber Eats avec un accord plus qu'intéressant. Voilà, fixe. Alors, parfait, merci. Merci à tous les deux. Il y a une question qui revient souvent, c'est la question de l'animation des réseaux sociaux en local. Et je pense notamment sur l'acquisition. C'est vrai que les marques comme les vôtres prennent un point pour de la communication au niveau national, mais les franchisés ont envie aussi d'animer, et on sait que avec l'acquisition digitale aujourd'hui, on est bien placé pour le savoir, on est capable de faire vraiment du géolocalisé. Comment est-ce que les choses fonctionnent? Je vous dis une ânerie, je pense à Street Bangkok. Il y a une page, par exemple Instagram Street Bangkok institutionnelle. Est-ce que chacun des franchisés réouvre sa propre page s'il veut animer en local avec comment est-ce que ce sujet-là est traité chez chacun d'entre vous? Allez, je commence. Donc, par exemple, chez Street Bangkok, nous avons une page nationale et nous effectuons des sponsorings. Par exemple, je prends l'exemple de la ville de Toulouse, un sponsoring géolocalisé pour toucher toute la population toulousaine, par exemple. Et ensuite, pour les communications locales, on met à disposition une banque de données avec des illustrations que le franchisé peut réutiliser pour sa communication locale et aussi sa signalétique
Je reprends juste la signalétique en restaurant. Il va avoir un kit marketing. Donc, le ou la franchisé pourra commander directement en ligne tous les éléments de signalétique pour le restaurant que nous avons fait par notre équipe de DA interne. La fameuse boîte à outils de support marketing. Ok. Fanny, un petit mot là-dessus? Oui, alors nous, on est parti du principe que on pouvait nous s'occuper de. En fait, on veut toujours rester dans ce positionnement haut de gamme, encore une fois, et on a quand même envie d'avoir cette image qui ressort sur tous nos réseaux. Donc, on a la possibilité, le franchisé a la possibilité d'ouvrir sa propre page Instagram en local, mais c'est vrai que donc soit c'est nous qui nous occupons de faire la communication dessus, soit comme disait Jeanne, du coup, on a tous les supports qui sont mis en ligne et il a entre guillemets obligation de les utiliser pour respecter notre positionnement et cette charte, quoi. Entendu. Thomas? Nous, on a fait le choix chez Nachos de piloter Instagram au niveau national. Donc, on a cette logique, en tout cas, de sponsor de certains de nos posts, ou en tout cas d'animation de notre compte Instagram au niveau national. Nos franchisés activent localement plutôt via Facebook, sponsorisé ou pas sponsorisé, ça, le choix leur appartient. L'idée, si tu veux, au-delà de ça, c'est plutôt de se dire qu'est-ce qu'on pilote nous d'un point de vue national et qu'est-ce qu'on active localement. Récemment, on a beaucoup travaillé sur la logique de référencement sur Google avec soit du SEO, soit du SIA qu'on pilote au niveau national et on propose à nos franchisés des packs pour pouvoir mettre en avant leur restaurant localement avec des forfaits, au même titre que tu peux sponsoriser la mise en avant de ton restaurant sur Uber Eats moyennant des différents montants. On propose, nous, en interne, la même chose à nos franchisés pour les mettre en avant localement, que ce soit sur Google ou que ce soit sur Insta ou TikTok. Super. Tom, un petit mot? Ouais, un peu comme mes prédécesseurs, effectivement, on va piloter beaucoup de choses au niveau national. L'idée étant de garder une uniformité dans le réseau. Maintenant, et ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que le franchisé chez Indiana porte sa marque, donc on va lui laisser la possibilité également de piloter certaines choses au niveau de son restaurant. Maintenant, dans un cadre qu'on aura bien défini avec lui, avec des outils qu'on lui met à disposition. Et voilà. Et si à terme on se rend compte qu'il n'est pas capable ou qu'il n'est pas au niveau des exigences du réseau, on est capable de reprendre la main avec lui à ce niveau-là. Entendu. Très bien. Eh ben, écoutez, on arrive sur la fin du webinaire. Je voudrais remercier tous les participants qui se sont connectés, ainsi que vous quatre, Fanny, Tom, Jeanne et Thomas, pour votre participation. Juste pour information, nous vous transmettrons le replay à tous les participants et je laisse la main à Mickaël pour le mot de la fin. Bon, merci à tout le monde, merci aux participants, mais effectivement, merci à vous quatre. Moi, je suis ravi d'avoir eu l'occasion de revoir, de redécouvrir chacun de vos concepts. On est vraiment sur des concepts qui sont différenciants, qui sont qualitatifs. Ça apporte quelque chose, ça donne des alternatives à nos candidats qui aujourd'hui sont un petit peu dépourvus quand il s'agit d'arbitrer entre l'ensemble des concepts qui leur sont proposés sur le marché. En tout cas, je suis très fier qu'on ait ces partenariats parce que pour nous aussi, c'est très important de porter des concepts dans lesquels on croit, avec une organisation BAC qui est vraiment au service des candidats. Ça, c'est notre promesse auprès d'eux. Donc, merci chaleureux à chacun d'entre vous. Merci à tous les inscrits qui, comme vient de le dire Arthur, pourront retrouver l'ensemble de ce webinaire sur notre chaîne YouTube. J'espère en tout cas que pour chacun d'entre vous, vous aurez passé un moment aussi agréable que celui que nous avons passé avec vous. Sachez que dorénavant, Capritail animera un webinaire thématique tous les mois et demi, sur des thématiques qui nous sont proposées par les candidats à la franchise avec lesquels nous discutons au quotidien. Capritail, c'est environ 40 à 50 inscrits par jour sur notre plateforme qui sont rappelés par l'équipe d'Arthur de manière quotidienne, et c'est à cette occasion-là qu'on fait émerger un certain nombre de problématiques auxquelles on souhaitera répondre au travers de ces différents webinaires. Je vous remercie à tous, je vous donne rendez-vous à très bientôt sur nos différents réseaux pour vous annoncer les dates et la thématique du prochain webinaire. En attendant, je vous souhaite à tous un excellent développement et je vous dis à très bientôt.